1er septembre 2011, déjà plus de 9 ans, un peu plus, j'arrive à la Caisse des Yvelines, une des plus grosses caisses de France. Donc je me suis dit, mais attends, on réduit les effectifs, on était 2400 il y a 20 ans, ça réduit sans arrêt. Et puis je me dis, mais comment tu pourrais faire en sorte que les gens vraiment ils se mobilisent en leur disant, les gars, on est de moins en moins nombreux, mais il faut quand même qu'on fasse le job, quoi. En fait, c'est comment on pourrait libérer les énergies. Ce qu'il faut que vous disiez à chaque fois, c'est où ça coince dans ma boîte. Où est-ce que les énergies qui devraient se libérer, quoi. Parce que quand les gens rentrent dans un job, ils sont contents au début. Et 6 mois après, s'ils sont toujours aussi contents, that is the question. C'est là le problème. C'est qu'il y a des événements, des gens qu'on fait qu'ils n'ont plus la motivation, etc., puis qu'ils n'ont plus envie de faire plus que ce pourquoi ils sont soi-disant payés, et que donc on n'arrive pas à améliorer la productivité, les relations, l'innovation, etc. Donc c'est ça que je vais vous expliquer, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça change. Le colibri, ça c'est la fable une fable africaine que raconte Pierre Rabhi. Il y a le feu dans la forêt, et puis tout le monde s'active, puis il y a tellement le feu que ça ne sert à rien. Puis il y a le colibri, il continue de s'activer tout seul. Il y a un tatou, qui est un gros animal, qui dit, qu'est-ce que tu fais, t'es tout seul avec ton truc, t'es goutte par goutte. Il dit, bah non, sauf que moi j'apporte ma part. Et chacun doit apporter sa part dans la boîte où il est, c'est tout. C'est ça, on a chacun un rôle à notre niveau, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Donc alors, il y a 5 leviers. Le premier qui est évident, c'est donner du sens. Bah oui, tout le monde donne du sens, etc. Ouais, mais la difficulté, c'est quelque part, c'est comment on fait pour donner du sens. Alors le sens, on l'a si c'est une vocation. Nous, je dis, on n'est pas là pour liquider des prestations. Déjà, le terme liquider des prestations, vous savez, c'est pas très sexy. Vous êtes là pour faire en sorte que les gens aient accès à la santé. C'est pas pareil. La Sécu, ça a été fait pour ça. C'est qu'avant, on n'avait pas accès à la santé, sauf si on était très riche. Donc construire du sens. Alors pour construire du sens, évidemment, il faut que les gens soient inspirés. Si les gens ne sont pas inspirés, pourquoi voulez-vous qu'ils vous suivent? Vous savez, Napoléon sur le pont d'Arcole, qui avance, il est tout seul, il se retourne derrière, il n'y a personne, il y a un problème. Donc il faut vraiment inspirer les gens. Et pour les inspirer, il faut leur expliquer, il faut prendre du temps. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent. Des j'ai pas le temps ou c'est pas possible, ou les deux, c'est encore pire. Donc il faut vraiment aller au-devant des gens, leur expliquer pourquoi on fait ça, etc., pour qu'ils comprennent. Et s'ils comprennent, ils adhèrent. On parle d'engagement. Je ne m'engage pas si je n'ai pas compris. On est tous pareils, il ne faut pas croire. Je dis, tiens, vous faites ça tout de suite. Madame, vous dites, oui, je veux bien. Pourquoi, monsieur? Pourquoi? Why? Parce que vous dites, ah oui, là je comprends. Effectivement, il faut le faire. Sinon, je fais comme un animal qui suit stupidement. Non, pas du tout. Donc ça, c'est important. Et derrière, il faut une posture qui fasse qu'on est aligné. Nous, on parle souvent d'alignement. Je suis aligné si ma posture est conforme au sens que je veux donner. C'est-à-dire le sens que je veux donner. Alors, le sens, c'est vous qui le trouvez. Moi, le sens, c'était de dire, écoutez, ce qu'on va faire, c'est, j'ai envie que vous exprimiez votre potentiel. Donc, je libère les énergies, je vous dis, vous allez exprimer votre potentiel. Et votre potentiel, vous ne l'avez pas libéré. Parce que, quelque part, vous n'avez pas fait d'études, vous habitez les Mureaux, donc forcément, c'est marqué, vous n'êtes pas de la même religion ou de la même race, entre guillemets. Enfin, mais ça, je dis, je m'en fiche. Moi, je suis là pour que vous puissiez être bien. Mais si vous êtes bien, c'est que vous puissiez dire, oui, j'exprime mon potentiel ici, dans cette caisse. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc, à partir de là, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit, on est aligné. Et on fait preuve de cohérence, et on arrive à être exemplaire. On n'est pas irréprochable, nul n'a été irréprochable. Mais on est exemplaire dans ce qu'on fait. Et ça, c'est une façon que les gens se rendent compte que leur comportement, il change les choses. Mon comportement a un effet sur l'entreprise. Il faut qu'ils le voient. Et après, il faut agir. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Il faut agir, c'est-à-dire j'agis pour montrer qu'effectivement, ce que je fais, ça a du sens. La deuxième chose, c'est la confiance. Alors, créer de la confiance, c'est vraiment l'acte libérateur, finalement, de toutes les énergies. Aujourd'hui, on voit, et encore plus dans les pays latins, je pense, qu'on est dans une société de défiance. Et le Covid arrive. Mes collègues, certains disent « Oh, mais alors si les gens partent chez eux avec leur ordinateur, qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne va pas pouvoir surveiller, est-ce qu'ils vont faire le nombre d'heures et tout ?» Mais si, on n'a rien à fiche du nombre d'heures. Ce qui compte, c'est qu'ils fassent leur job, ils font ce qu'ils peuvent, déjà, parce que c'était la course, on a tous connu ça. Et il y en a qui m'ont dit « J'ai mes enfants, etc. » J'ai dit « Écoutez, madame, tant pis, si vous bossez 1 heure par jour au début, c'est déjà ça, et on verra après. » Donc ils sont tous partis avec leur ordinateur sous le bras, ceux qui n'avaient pas de portable, les fixes, hein, attendez. Ceux qui prenaient le métro et tout, on dit « Attendez, on va vous payer un taxi, on va se débrouiller, voilà, bon, bah oui, mais c'était l'urgence. » Et ils sont tous partis. Et on s'en est sortis comme ça. La confiance, c'est quelque chose d'essentiel et c'est le préalable au changement. Parce que les gens, s'ils n'ont pas confiance, ils sont dans la défiance, donc. Et à un moment, la confiance, c'est l'avantage, c'est quand les gens ont confiance, ils commencent à échanger les idées, à échanger l'information. Ça circule. C'est un gage de compétitivité. S'il n'y a pas d'échange, c'est un peu le problème du télétravail 5 jours par semaine.
C'est plus du télétravail, là, on est totalement absent. Enfin, quand on n'a pas le choix, on l'a fait moi le premier. Mais après, il faut qu'il y ait ces échanges, mais même à la machine à café. Mais sur les qu'est-ce que tu en penses pour ça, etc. toi. Donc là, d'un seul coup, j'ai confiance, on se parle tous les deux avec Frédéric, avec moi, je lui dis j'ai fait une erreur, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas grave, moi aussi je l'ai fait autrefois. Et ça circule. Ça, pensez-y bien, c'est important pour le partage des idées, c'est la réactivité, c'est l'efficacité, c'est tout ça. Après, il faut admettre le droit à l'erreur. Cultiver les points forts, c'est évident. Il ne faut pas sans arrêt parler des points négatifs aux gens, parce que s'ils ont compris, c'est bien. Ça les détruit. Il y a beaucoup qui ont des enfants chez vous. Si vous parlez que des points négatifs, c'est mauvais. Reviens, 4 en maths. Ah bah tu tiens de ta mère, ça ne m'étonne pas. Trop souvent, quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance dans les autres. Ça commence par ça. Aujourd'hui, c'est l'ego. L'ego surdimensionné qui fait qu'on a peur. Les gens ont confiance en moi si je tiens mes engagements. Et si je ne le tiens pas, j'explique pourquoi. Troisième chose, l'autonomie, le troisième levier. Bon, alors, l'autonomie, finalement, si les gens sont autonomes, c'est ça qui les motive. Si vous voulez réduire quelqu'un à néant, vous ne lui donnez aucune autonomie. Je vous garantis, c'est radical. C'est 100% de réussite. Je ne peux rien faire, je m'emmerde. Si en plus il a un fort potentiel, il s'en va. Il ne restera même pas. Il est parti chez la concurrence, très bien, ciao, il a raison. On a des exemples très célèbres dans des très grandes boîtes. Renault, Patrick Pellata, tout ça, ainsi de suite. Voilà, bon. Il y a motivation intrinsèque, c'est ce qui est plus important. Extrinsèque, c'est carotte-bâton. Ça peut marcher, mais pas à tous les coups. Dans de rares cas, ça marche. Intrinsèque, c'est qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Pourquoi je viens au boulot, là? Eh bien, je viens au boulot si toutes ces conditions sont réunies. Si je suis bien, si j'ai de l'autonomie, normalement, si on me fait confiance, si on me respecte, etc. Je voulais insister aussi sur le fait que, réfléchissez quand vous rentrez dans votre boîte, est-ce que vous appliquez le principe de subsidiarité? Le principe de subsidiarité, ça veut dire que vous avez un rôle, évidemment, mais est-ce que vous vous cantonnez que dans votre rôle ou est-ce que vous prenez un rôle un peu de les gens qui sont en dessous de vous, les N-1? Et plus vous en prenez, moins ils en ont. Peut-être qu'à un moment, il faut dire je fais mon job, ça c'est ma sphère d'activité, ok, et l'autre il a une sphère d'activité pour laquelle il est autonome. Mais autonome, ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas tous les 8 jours, dis donc, t'en es où, etc. Vous faites si la personne vient d'arriver pour la former, c'est évident. Sinon, tu viens me voir si tu as besoin, si tu n'as pas besoin, tu ne viens pas me voir. C'est ce qui permet la créativité et l'innovation. Les gens disent qu'il faut être créatif, il faut innover, etc. Si je ne suis pas autonome, je n'innove pas. Parce que j'innove, je me prends une baffe parce que je n'ai pas le droit à l'erreur en plus. Alors donc, ce n'est pas la peine, j'arrête d'innover. Il faut jouer collectif parce que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Il y en a qui disent ah oui, mais tu m'as dit que j'étais autonome, donc je fais ce que je veux. Il y a une phrase que j'aime bien d'un gars qui s'appelle David Marquet, qui était commandant dans les US Navy d'un navire, d'un sous-marin atomique, qui dit qu'il faut que l'autorité se trouve là où est l'information. Si j'ai quelqu'un dans un centre de paiement qui reçoit un assuré l'après-midi, alors que normalement c'est que sur rendez-vous, mais qui arrive et qui dit ah comment c'est sur rendez-vous? Je rêve et quoi? Qui commence à vouloir tout casser, que la personne dit mais la procédure, le directeur général a dit qu'on ne recevait pas l'après-midi. Ben, il a tout cassé, les gens se retrouvent aux urgences, etc. Mais si vous avez une part d'autonomie, je ne vous reprocherai pas d'avoir reçu sur rendez-vous un assuré qui n'avait pas rendez-vous, par exemple. Ouais, mais c'est concret ça. Il faut que les gens se sentent en sécurité, en confiance, qu'ils soient autonomes par rapport à ça. Cultiver la reconnaissance. Alors ça, j'insiste aussi, parce que c'est le commencement de la transformation managériale. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une boîte, ou même quand vous y êtes, si vous voulez faire de la transformation managériale, il faut vraiment qu'en face, les gens se disent « oui, ils me respectent ». Donc ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous réfugiez derrière votre rôle de statut, etc. Donc, ça implique que les symboles de pouvoir ne soient pas trop apparents. Les symboles de pouvoir, c'est quoi? Je prends 2 exemples chez moi. Il y avait un parking réservé à la direction. Et puis, je supprime le parking direction. Collaborateur, et pourquoi? Je dis pourquoi on le maintiendrait? À proximité, s'il y a besoin. Par exemple, imaginons qu'on travaille jusqu'à 10h le soir, qu'il y ait des femmes qui terminent à 10h le soir, on est dans un beau parc, on est pas loin du château et tout. C'est dangereux pour une femme s'il y a un abruti qui se met là. Donc là, elles sont juste au pied du truc. Deuxième exemple, restaurant d'entreprise. Il y avait une salle réservée à la direction. On a refait le restaurant d'entreprise, il n'y a plus de salle réservée à la direction. On mange au milieu de tout le monde. Et donc c'est ça qu'ils se disent, mais il est comme nous ce gars-là. Et donc on peut discuter d'égal à égal. Ça n'empêche pas le respect. Donc c'est ça la reconnaissance. Alors bien sûr, il faut toujours valoriser les actions, les résultats, les efforts. Le feedback dont on parlait tout à l'heure, c'est très important. C'est-à-dire quand vous rendez du feedback, si vous expliquez à la personne tout ce qu'elle a mal fait et que vous sauriez bien faire, vous avez tout faux. Dans le feedback, il faut valoriser les points forts. Le point fort, c'est quoi? C'est les émotions. À ce moment-là, ce que tu as dit, c'était comme ça. Je dis, toc, c'est transformé en émotion positive et tu peux faire ça puisque tu l'as fait dans la première partie. Veillez bien à ça parce que vous cassez les gens et quand vous cassez quelqu'un, ça peut durer des années. Donc chacun est important et chacun doit s'exprimer. Chacun doit savoir qu'il est important et qu'il peut s'exprimer, surtout. D'ailleurs, dans un codir, moi je ne m'exprime jamais le premier. Il y a des fois, je ne m'exprime pas du tout. Sinon, on va dire comme le directeur. Alors, dernier levier, avant de passer donc, à comment on a agi, développer la fierté d'appartenance.
Bon, ben, on a tous une fierté d'appartenance à, évidemment, à une entreprise, à un groupe, etc. Bon, ce qu'on a fait, nous, c'est que aussi on a fait beaucoup de sorties apprenantes. Et puis on a reçu beaucoup de gens. On a fait des learnings avec des entreprises privées, etc. Beaucoup, des gens d'APM. Enfin, il faut que la personne se sente qu'elle participe à une réussite collective. Elle n'aurait pas pu faire toute seule quelque chose qu'elle fera dans l'entreprise. C'est ça, les gens se disent, ben, on a fait des trucs ensemble qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Fierté d'appartenance, c'est ce qui va avec l'exigence. On ne peut pas être exigeant avec les gens s'il n'y a pas une fierté de l'appartenance. Je suis fier d'appartenir à ça, donc on va réussir le challenge. Donc voilà pour les 5 leviers sur lesquels je voulais insister, qui fait que ça a motivé après tout ce qu'on a fait ensuite. Donc je vais vous parler des méthodes et outils maintenant. J'ai fait exprès par une méthode et outils, une caisse à outils, pour vous dire, moi ce qui m'intéresse, c'est vous inspirer pour vous dire, tiens, je vais y piquer telle ou telle idée, puis je vais essayer de la mettre en place. Voilà. Alors on a commencé par le Lean Management adapté, j'ai mis, donc on a appelé ça Progressance, ensemble progressons, ce sont ceux qu'il faut qu'ils savent. Tout simplement, on a formé tous les employés, et aussi l'encadrement bien sûr, à faire en sorte que ce soit les employés qui décident ce qu'ils ont à faire. Quand j'ai dit, je vous donne de l'autonomie, ce que vous faites, ça a du sens, et je vous fais confiance, et ben le cadre, il était là, et il a réuni ces gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les délais, les surfaces, les équivalents temps plein qui sont nécessaires, etc. Et donc, ils l'ont fait eux-mêmes. Et ça a été un changement radical. Dans le livre sur le colibri, il y a un cadre qui a dit « Moi, j'aurais jamais voulu être cadre dans cette caisse si jamais j'étais un sergent-chef. » Tandis que là, oui, être cadre comme ça m'intéresse parce que j'aide les autres à s'épanouir. Le métier de manager, c'est le plus beau métier du monde, finalement, parce que normalement, on aide les gens à grandir, à s'épanouir. Deuxième chose, chacun dans son service, dans son unité, donc, peut apporter quelque chose, mais au niveau de l'ensemble de la caisse aussi. Donc on a fait ce qu'on appelait l'innovation participative. Alors ça, c'est intéressant parce que le logo, le dessin, tous c'est les gens chez moi qui l'ont fait. Alors là, l'idée est très simple. J'ai nommé une personne responsable de l'innovation participative, une, surtout pour un service, et qui est chargée finalement de recueillir les idées, de les trier, et une fois par mois, au CODIR, il y en a 3 ou 4 dont elle ne sait pas quoi faire, elle nous en parle. Sinon, elle se débrouille. Et ce qui est bien, c'est que moi, je voulais faire ça sans que la hiérarchie puisse, en quelque sorte, brider un peu les idées des collaborateurs. Et 50% des idées sont émises par des employés. Je dis bien par des employés, alors qu'avant, c'était 10%. Troisième stade, on a dit, bon, maintenant, on a fait pas mal de choses, il faudrait peut-être le répertorier. C'est quoi, finalement, la qualité de vie au travail, qu'on a appelé un petit guide de la qualité du travail. Et ça s'est transformé, on fait du management bienveillant et exigeant. J'insiste, parce que si vous parlez que de bienveillance, les gens vont comprendre que c'est le Club Méditerranée. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et je vous avoue que ça a été une faiblesse qu'on a eue à un moment, c'est de ne pas vraiment rappeler que l'exigence, c'était extrêmement important. Parce qu'on n'a pas que des réussites, forcément. Et au fil du temps, on s'améliore. Ça qui fait que les gens s'engagent, et c'est qu'on est dans la co-construction. Donc on dit, les gens, ils ne veulent pas nous suivre, forcément, si ce n'est pas eux qui construisent. Alors, il y a l'ambition riche de sens, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Les objectifs au bon niveau. Vous savez, c'est l'objectif pas ambitieux, je m'ennuie, je dis, c'est la routine, j'en ai marre, je me casse, je change d'entreprise. Si c'est trop ambitieux, on dit c'est n'importe quoi, plus 50% de résultats, je ne sais pas faire, ça ne sert à rien, donc je ne suis pas motivé. La liberté d'action, c'est sur l'autonomie. L'entraide, la solidarité, c'est très important chez nous, on le voit avec le contact tracing en ce moment. J'accepte l'erreur de l'autre, bien sûr, ça peut arriver. Je cultive la gratitude, ça veut dire merci. Je prodigue des encouragements, bah oui, bravo, continue. J'entretiens le sentiment de justice, très important, même d'équité. Je sais reconnaître mes maladresses, je fais preuve d'humilité, et je cultive l'optimisme. Alors, vie mon job, c'était pour l'entrée de la solidarité, parce qu'on ne connaît pas ce que font les autres, dans une boîte comme la nôtre, qui est relativement importante. À la date anniversaire de ma rentrée dans la boîte, j'ai le droit d'aller une journée dans un autre secteur, voir tout ce qui se passe. Une fois qu'ils sont là, ils disent, merde, dis donc, pas si facile son job. Ou, oh, ça me plaît vachement, ça. Le jour où il y a un poste, je postule. Voilà. Et puis, ceux qui reçoivent sont fiers de montrer ce qu'ils font. Voilà. Projet équipier, c'est-à-dire que dans la caisse, il y a des gens, on a fait un challenge là, tous les ans, il y a des trucs, des challenges culturels, sportifs, etc. Puis après, on se retrouve, on fait une bonne bouffe, ainsi de suite, que sais-je encore. Choix achat, c'est de se dire, quand on renouvelle le prestataire du restaurant entreprise, le prestataire du nettoyage, eh ben, on met des employés volontaires pour examiner quel serait le meilleur contrat. Bon, là, les gens, ils ont participé, ils ont fait ça comme des bons pères ou des bonnes mères de famille. Ils ont pris des décisions extraordinaires, comme si c'était leur argent. Mais vraiment, vraiment. Parrain marraine, c'est... On fait attention au recrutement, comme vous aussi, mais même avant que la personne arrive dans la boîte, si c'est cool 2 ou 3 mois des fois, elle a un parrain ou une marraine qui échange avec elle sur tous les sujets. C'est tout bête, mais on gagne du temps, quoi, parce qu'on ne connaît personne. Voilà. Les ressources humaines. Alors, il ne faut pas que les experts soient un obstacle. Donc on a créé des communautés collaboratives, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les incite à se réunir entre eux, quasiment on les oblige même là. Donc ça, j'insiste là-dessus.
Un des facteurs de réussite considérable, c'est que vos collaborateurs échangent assez spontanément entre eux sur ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont moins fait de bien, etc. J'ai modifié la ligne managériale, c'est-à-dire j'avais 6 strates hiérarchiques, j'en ai plus que 3. Je suis passé 6, 4, 3. Ensuite, l'intelligence collective, certains d'entre vous sans doute connaissent, pour moi c'est un élément clé de la transformation managériale. C'est-à-dire qu'on a le co-développement et la facilitation. Dans toutes les boîtes, surtout les services publics, mais même chez vous sans doute, il y a trop de réunions. Des réunions qui ne servent pas à grand-chose forcément. Donc vous dites, c'est fini les mecs là. On a fait une charte de réunion dans un premier temps. On ne se réunit plus pour se réunir. Le fait que j'ai supprimé des strates, il n'y a plus d'adjoints déjà. Donc ça fait une personne en moins en réunion. C'est radical. Hein, là. Donc la facilitation, ça consiste à faire les réunions d'une façon différente. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est formé à la facilitation, qui est quelque chose d'intelligence collective, qui fait les réunions de façon ludique, mais très efficace néanmoins. Maintenant, les résultats, parce que s'il n'y a pas de résultats, ce n'est pas intéressant. Donc, on a pas mal de systèmes d'évaluation. Je passe sur les entretiens annuels, le 360 degrés, etc. Vous connaissez sans doute. On a une satisfaction globale de 79%, et sur 2 ans, ça a pas mal augmenté. On est 96 à 65%. 65%, c'est la charge de travail qui augmente, évidemment. L'équité, c'est 67, je crois. L'ambiance, ça va être 96. Donc, on a d'assez bons résultats. Après, on a fait un label Colibri. Le label Colibri, c'est de se dire, mais chacun dans son unité, est-ce que vous avez avancé à travers des expériences qu'ont fait les autres? Est-ce que tu fais le recrutement par les pairs? Est-ce que tu fais une réunion de service où ce n'est pas forcément toi qui anime le manager? Est-ce que tu fais de l'innovation? Est-ce que tu as souvent des idées? Et donc, ils savaient tout ce qui se passait dans la caisse et ils situaient moi où j'en suis. Quel palier j'en suis? Observateur, je n'ai pas encore fait la démarche. Penseur, oui, explorateur, acteur, ambassadeur, tuteur. Et on a vu qu'on s'améliorait en 1 an de temps parce que les gens commencent petit à petit à rentrer dans la démarche. Parce que mon problème, c'est d'inspirer les gens, ce n'est pas de les obliger. Si j'oblige, c'est contre-intuitif. Donc ça, c'est bien pour nous parce que ça incite les gens, avec ce label, à y aller. Mais on les incite. Il n'y a pas d'obligation, vous allez être sanctionné, etc. Alors après, mais ça, c'est au bout de 7 ans, on a travaillé sur les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui doit guider notre action. Si vous ne faites pas d'intelligence collective, je vous mets au défi de réunir 500 personnes au Palais des Congrès en disant « Les mecs, on va faire des valeurs, il est 2h, à 16h, on a fini. » Et ce n'est pas la peine de commencer, ça sera les valeurs de Patrick Négaret, donc affichez-les tout de suite, ça ira plus vite. Encourager, performer, ça ne tombe pas sous le sens, hein, ça, je peux vous dire. Maintenant, ils sont picousés à ça, si je puis dire. Ensemble, au jour le changement, c'est qu'on change, on développe le potentiel de chacun, l'humanité au cœur de la relation, c'est normal, mais une humanité aussi bien pour les assurés que pour nous, tous engagés pour assurer, et ces valeurs-là, on les fait vivre après. Donc, c'est construire ensemble un service toujours plus innovant pour la satisfaction de tous. Tous, c'est les clients et c'est le personnel. Et ensemble, on est tous ensemble dans la même barque, c'est l'histoire du colibri. Hein. Et innovant, pourquoi? Parce qu'on a beau être un service public, si on n'innove pas, nul n'est éternel. Il n'y a rien qui est éternel dans la vie. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ne ferais pas comme erreur? J'ai pas, je vous l'ai dit, bien précisé et intégré l'exigence. On n'a pas insisté là-dessus, vraiment. Donc, bienveillance et exigence. On n'a pas été assez intransigeant sur le suivi. Quand je vous dis on fait des communautés collaboratives, quand je vous dis on fait le lean management, il faut quelque part qu'on s'assure que les gens se réunissent, que régulièrement ils font des ateliers, etc. S'ils font des ateliers, c'est quoi vos projets? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change? Est-ce que vous avez échangé vos échecs, vos réussites? Combien vous avez gagné d'équivalent temps plein, etc. Dites-nous, c'est pas pour dire que c'est bien, c'est mal, c'est qu'on sache exactement. Et donc ça a tendance à se déliter dans le temps. Vous le savez aussi bien que moi, c'est le problème. Souvent on dit on va faire un truc, on le fait pas. Moi je suis toujours assez réactif pour ça. S'assurer de la diffusion et de la bonne compréhension de la démarche, c'est notre rôle de manager, d'aller sur le terrain. Il y a des endroits où ça se passe tout seul. Vous avez des gens, ils sont presque nés managers, ils ont la pêche, ils y vont, ils expliquent, t'as pas. Puis il y a un autre, la direction m'a dit de vous dire. Bon, alors là, ça commence mal. Et moi, je vous dis ça, mais la direction... Bon. Donc, si on va sur le terrain, moi, ça m'est arrivé avec des collègues, on y va par 2 directeurs en général, et, ah bah heureusement que vous êtes venus parce qu'on n'avait pas compris ça comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est bête, on aurait dû y aller avant. Alors, on y était allé, mais pas suffisamment. Ce que je vous dis, il faut expliquer pour qu'ils comprennent, pour qu'ils partagent, pour qu'ils s'engagent. C'est comme ça. Il y a 4 façons de procéder. Vous pouvez tester une pratique dans un service. Vous rentrez chez vous, là, après toutes ces formations, vous dites, bon, ce service-là, je le sens bien, le chef de service, il est pas mal, il est punchy, lui, il a quelques personnes là-dedans qu'on vole. Paf, on teste le recrutement par les pairs. Je dis ça, c'est pas autre chose. Hein. Autre chose, j'implante une pratique dans tous les services. Alors ça, c'est un truc qui est bien, c'est, vous vous réunissez en codir, qu'est-ce qu'on supporte plus dans cette boîte? On ne supporte plus les entretiens d'évaluation. C'est une connerie sans nom, c'est contraire aux neurosciences, d'ailleurs, une fois par an, enfin bon. Vous avez une autre solution, c'est que chaque service expérimente une pratique. C'est un peu ce que j'avais fait aussi. Moi, j'ai fait les 4, un peu plus ou moins. Il y en a qui ont fait le recrutement par les pairs, il y en a qui ont fait
des visites de services à l'extérieur, il y en a qui ont fait ci, qui ont fait ça, l'innovation beaucoup plus que d'autres, on s'en fout. Et puis après, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu recommandes aux autres. Ou alors cibler une entité pour une mise en œuvre totale. Je l'ai fait sur ma plateforme de service qui dysfonctionnait totalement. C'est-à-dire 1800 appels par jour et les courriels, je faisais les deux. Il y a une corrélation pour l'absentéisme dans la caisse qui a diminué, mais pas de façon spectaculaire, mais quand même. Donc là, il y a vraiment une cause à faire. Ça peut être intéressant parce que ça montrait l'exemple aux autres de dire oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire en sorte que les gens soient autonomes dans leur job, si vous leur faites confiance et s'ils se conduisent comme des adultes. Ceci dit, après, le manager est retombé dans la bienveillance et plus dans l'exigence, et on a été obligé de redresser la barre. Il ne faut pas rêver. Toujours, il faut un certain suivi. Au début, quand vous allez démarrer, il faudra vraiment faire un groupe, etc. Il faut fédérer un groupe d'adeptes sur le volontariat. Arrêtez de nommer les gens. Vous aurez peut-être 2 ou 3 personnes dans lesquelles vous avez confiance, et pour le reste, tu ne connaîtrais pas quelqu'un autour de toi qui serait bien dans le groupe. On va faire un groupe de 10, 15 personnes. Voilà. Ils diront, tiens, ce n'est pas les copains du patron ou de la patronne, etc. C'est bizarre. Après tout, on va peut-être s'investir là. Ensuite, tout de suite, vous réalisez des actions visibles, même simples. Où souhaite-t-on changer les choses ? Où les énergies sont-elles bloquées ? Qu'est-ce que je ne supporte plus dans cette boîte-là ? Ça fait 20 ans que ça existe, mais il y a bien quelqu'un, un jour, qui va changer. Vous voyez ? Voilà. Et si vous êtes gouré, oui, je me suis gouré. Enfin, quand même. Si on ne change rien, on va à la catastrophe. Au-delà de l'organisation, être exemplaire, il faut mieux s'aimer et ainsi révéler le potentiel des collaborateurs. C'est-à-dire que quand vous êtes exemplaire quelque part, vous montrez ce que vous faites, ce que vous dites, et les gens, ils ont envie de vous suivre. Vous les inspirez. C'est pas une blague, hein. Je n'ai pas dit que j'étais exceptionnel, c'est pas la question. S'ils se disent, mais ce qu'il fait, Patrick, c'est quand même intéressant, il y va, quoi. Il nous défend à la Caisse nationale, il est à l'écoute, il nous laisse, on a refait l'accueil, Mantes-la-Jolie, il nous a laissé les manettes, quoi. Personne ne peut dire, un syndicat l'autre jour, mais non, on est au chômage avec vous. C'est embêtant parce que les mecs, vous écoutez le personnel. Alors l'autre fois, il se pointe, il y en a un qui dit à mon directeur adjoint, oh bah les canapés, ils sont pas chouettes. Et il lui répond du tac au tac, bah oui, mais sauf que c'est le personnel qui a choisi. Syndicaliste, merci, à la prochaine. Et je dirais que la facilité de la transformation managériale est proportionnelle à votre capacité d'introspection. Alors, je ne sais pas quelle responsabilité vous avez les uns les autres. S'il y a un chef au-dessus, évidemment, ce serait bien qu'il change. Sinon, faites attention à ne pas vous prendre un coup de fusil, une balle perdue. Mais si j'ai envie de changer, moi, et si je change, les autres vont bien le voir et ils vont avoir envie de changer. Mais ça, je vous dis, il ne faut pas avoir peur, car la peur repose sur l'ego. Donc les questions préalables que vous devez poser, c'est tout ça. C'est est-ce que j'ai vraiment envie de changer ? Est-ce que je suis prêt à modifier mes attitudes et comportements ? C'est un problème d'attitude et de comportement. Est-ce que je suis prêt à écouter ? Donner de l'autonomie, accepter la contradiction. Suis-je prêt à partager mes craintes et mes doutes ? Oui, j'ai des craintes, j'ai des doutes, je ne sais pas tout. Alors, aidez-moi. Renoncer au signe symbolique du pouvoir, je l'ai dit. Élaborer collectivement les décisions, le plus possible. À accepter qu'il faudra du temps, qu'il n'y a pas de fin programmée. On m'a dit, c'est quand la fin ? J'y en a pas, l'intérêt c'est le voyage. C'est pas la destination. Moi, je vais arrêter de bosser à la fin de l'année, mais j'ai plus l'impression de travailler et de répéter à personne surtout. Mais je prends du plaisir, j'arrive, c'est agréable, c'est bien, c'est chouette, il y a une bonne ambiance, les gens ils ont envie de s'investir, voilà. Et voilà, et donc il faut répondre à toutes ces questions-là, et puis c'est tout. Puis si vous voulez des infos, il y a tout ce qu'il faut, là voilà. Merci de votre attention.